L'armée russe poursuit son offensive de grande envergure dans le Donbass et fait en sorte que le port de Mariupol retrouve ses activités après un siège dévastateur. Benzema, Salah, Real Madrid, Liverpool, c'est le choc de cette finale de Ligue des Champions qui se joue ce samedi à Paris. Qui remportera la Palme d'Or? Notre envoyé spécial Frédéric Ponsard a demandé à des critiques de la presse internationale, familiers du festival, leurs pronostics. L'armée russe poursuit son offensive de grande envergure dans le Donbass, poussant les forces ukrainiennes à envisager un retrait stratégique sur certaines lignes de front, afin d'éviter un encerclement. Les séparatistes pro-russes disent avoir pris le contrôle de la localité clé de Liman, une information pas encore commentée par les deux camps. Dans les villes voisines de Sieverodonetsk et Lysychansk, certains civils ont déjà été évacués. L'est de l'Ukraine est pilonné sans relâche par les forces russes, comme ici, dans la région de Donetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à rencontrer le président russe Vladimir Poutine s'il y avait une chance que cela mette fin à la guerre. Moscou accuse de son côté Kiev de saboter les discussions entre les deux parties. Le Kremlin rejette également toute responsabilité dans la crise alimentaire mondiale. À Mariupol, l'armée russe dit avoir terminé le déminage et l'enlèvement des navires coulés dans la mer d'Azov afin que le port puisse reprendre ses activités. Après un siège dévastateur de plusieurs semaines, l'un des objectifs est de remettre en service l'un des 3 terminaux céréaliers d'ici le mois de juillet. Le veto de la Turquie bloque pour l'instant l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Les efforts diplomatiques se multiplient pour tenter de trouver un consensus, alors que la Turquie reproche notamment aux deux pays une trop grande complaisance avec l'organisation kurde du PKK, considérée comme terroriste. La Finlande et la Suède travaillent directement avec la Turquie pour répondre à certaines des préoccupations qu'elle a soulevées, a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Nous parlons également à la Turquie. J'ai vu le ministre turc des Affaires étrangères à New York il y a environ une semaine et ces conversations se poursuivent. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une très forte volonté au sein de l'OTAN d'intégrer la Finlande et la Suède et je reste confiant en notre capacité à faire en sorte que les choses avancent rapidement avec les deux pays. Des délégations suédoises et finlandaises se sont rendues à Ankara cette semaine, mais en Suède, à 4 mois des élections législatives, certaines voix appellent à ne pas céder aux exigences turques. La fusillade de l'école primaire de Uvalde a relancé le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Le puissant lobby pro-armes, la NRA, a ouvert sa convention annuelle vendredi à Houston, quelques jours seulement après le drame. J'ai décidé de venir ici pour protester, dit ce résident de Houston. C'est anormal que des jeunes de 18 ans puissent se procurer une arme à feu. Quand vous vous munissez d'un fusil d'assaut, c'est pour tuer des gens, ça n'est pas pour se défendre. Vous n'êtes pas là pour chasser des animaux, mais pour chasser des gens. Pour les défenseurs des armes à feu, comme l'ancien président Donald Trump, les fusillades comme celle de Uvalde sont au contraire une raison de plus de cautionner les armes. L'existence du mal dans notre monde n'est pas une raison pour désarmer les citoyens respectueux de la loi qui savent comment utiliser leurs armes et peuvent protéger beaucoup de gens. L'existence du mal est l'une des meilleures raisons d'armer les citoyens respectueux de la loi. Un autre débat s'est ouvert sur le manque d'action rapide de la police contre le tireur. Les policiers présents sur place ont tardé à intervenir, attendant des renforts. Avec le bénéfice du recul, bien sûr, ce n'était pas la bonne décision, c'était la mauvaise décision, point final. Il n'y a aucune excuse pour cela. Mais encore une fois, je n'étais pas là. Je vous dis simplement que d'après ce que nous savons, nous pensons qu'il aurait fallu entrer dans l'école dès que possible. Mardi, un jeune homme de 18 ans avait abattu 21 personnes, dont 19 enfants, dans cette école primaire, provoquant émoi et consternation dans tout le pays. Après un confinement strict subi durant de longues semaines, certains habitants de Shanghai commencent à entrevoir la lumière du jour. Plus de 20 millions d'entre eux se trouvent désormais dans des zones dites de précaution, la catégorie la moins restrictive.
Mais les autorisations de sortie sont délivrées de manière arbitraire par des comités résidentiels. Seulement quelques heures, certains jours de la semaine, dans certains endroits, ou pour une seule personne du foyer. 2 personnes sont décédées suite à la chute de blocs de glace dans les Alpes suisses vendredi, et 9 autres ont été blessés, dont 2 grièvement. L'incident s'est produit sur le sommet du Grand Combin, dans le canton du Valais, alors que 17 alpinistes se trouvaient dans la zone. Les blessés ont été transportés par hélicoptère dans les hôpitaux de Sion et de Lausanne. Les 2 victimes sont un Français de 40 ans et un Espagnol de 65 ans. Après son récent triomphe en Liga, le Real Madrid tentera de remporter sa 14e Ligue des Champions en affrontant Liverpool en finale ce samedi à Paris. L'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, devrait disposer d'une équipe sans blessés, tandis que le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est inquiété, lui, de la forme de Thiago Alcantara et Fabinho, 2 joueurs qui devraient finalement être disponibles samedi soir. À quelques heures du coup d'envoi, des milliers de supporters de Liverpool et du Real Madrid ont envahi les rues de la capitale française. Si beaucoup espèrent que leur équipe ira jusqu'au bout, la plupart semblent bien conscients que peu de choses séparent les 2 formations. Seul Benzema m'inquiète. Je pense qu'il a été tout au long de sa carrière l'un des attaquants les plus sous-évalués de sa génération. On peut dire qu'il est l'un des meilleurs numéro 9 du monde en ce moment. Ce n'est pas de la peur, mais nous devons rester concentrés. Ils ont un bon entraîneur, c'est une bonne équipe, mais le Real va gagner. Liverpool est peut-être légèrement favori avant la finale, mais le Real Madrid a pour lui une histoire sans équivalent en Ligue des Champions. Quel que soit le résultat, les 2 équipes et leurs supporters méritent pleinement d'être à Paris. Le coup d'envoi du match sera donné à 21h, heure locale. Après avoir éliminé le PSG, Chelsea et Manchester City, le Real Madrid aura ses chances face à Liverpool, même si les Reds ont réalisé une nouvelle saison spectaculaire où ils ont été compétitifs sur tous les fronts. 4 ans après avoir perdu contre Madrid en finale de la Ligue des Champions, l'histoire se répétera-t-elle? Ou bien les hommes de Jürgen Klopp pourront-ils arrêter le génie de Luka Modric au milieu de terrain et l'efficacité de Karim Benzema devant le but? Réponse demain. Le 75e Festival de Cannes s'achève ce samedi soir avec 21 films en compétition pour remporter la Palme d'Or. Notre envoyé spécial, Frédéric Ponsard, a demandé à des critiques de la presse internationale leurs pronostics. Quand on arrive à la fin du festival, il y a quelque chose, il y a quelques films auxquels on continue à penser. J'ai continué à penser à Armageddon Time de James Gray. C'est un film peut-être classique, mais c'est pas si classique du tout. C'est un film aussi de James Gray sur son intimité et sa part de responsabilité dans cette histoire de déclassement aux États-Unis. L'autre film que je crois c'est juste tout juste l'autre côté du cinéma, mais je crois que ça contribue à faire avancer le cinéma, c'est le film d'Albert Serra, Pacific Fiction, avec un Benoît Magimel qui incarne cette manière de raconter le cinéma qui n'est pas du tout classique, qui est absolument contemporaine. 3 films se dégagent pour moi cette année sans avoir un coup de cœur. D'abord le film iranien de Saïd Rousta et Sarah et ses frères qui dressent un portrait d'une famille iranienne, un portrait très osé, et à travers cette famille, on voit la société iranienne et la transformation de cette société. Deuxième film, un film français de Valeria Bruni-Tedeschi, et qui, avec ce film sur le théâtre des Amandiers, a réussi à nous montrer le portrait d'une génération qui a 20 ans, qui espère, qui rêve, et comment ces rêves se cassent sur le terrain de la réalité. Le troisième film, c'est un film russe, c'est que tout le monde a aimé au festival, La femme de Tchaïkovski de Serebrennikov. Ce film, je l'aime beaucoup, surtout par le portrait qu'il dresse de cette femme. La compétition est très homogène cette année et aucun film ne fait l'unanimité pour la Palme d'Or. Des genres, des provenances, des styles très différents, le jury va avoir des choix difficiles à faire. Ayant vu les 21 films en compétition, 2 se dégagent nettement pour moi. RMN du Roumain Cristian Mungiu et Oli Spider, de l'Iranien vivant au Danemark Ali Abbasi. Il y a aussi 2 autres films européens qui ont retenu mon attention, celui du doyen polonais Jerzy Skolimowski, Io, ainsi que Close du Belge Lucas Dont, à peine 30 ans et déjà un grand réalisateur. Le Festival de Cannes, c'est donc cela, à la fois la jeunesse et la maturité du cinéma, le classicisme comme l'audace narrative et esthétique. Le jury est en train de trancher, verdict ce samedi
à partir de 20 h. Au Festival de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.